Bon bah voilà, donc bonjour, aujourd'hui je pars en Afrique en mobilette avec 2 amis. On va pas tarder. Hein? On va pas être loin là. Non, je crois qu'on a une dizaine, quinzaine de kilomètres Bon, même pas, je pense. pour rejoindre Lyon. 5-10 km. Le voyage est fini. Et le voyage est fini. On arrête là, on rentre à la maison. On y sera arrivé, hein. On y sera arrivé, les gars. On y sera arrivé. Attends. Non, non, c'est pas On y est fini. pas, là. Ok. C'est pas Je fini. sens pas la peau de l'ours. C'est pas fini. Benjamin et moi, on était surveillants au collège tous les deux à ce moment-là. On avait fini nos études et on avait envie de faire un long voyage. Enfin, vraiment de prendre le large et puis de partir sur une longue durée et vraiment de faire un voyage itinérant où on serait en fait libre de nos mouvements, quoi, et indépendant. Et après, il fallait se poser la question de savoir où est-ce qu'on allait partir. Donc il y a plusieurs destinations qui nous tentaient, dont l'Afrique, parce que Benjamin y avait déjà été, au Mali notamment. Et on est parti sur le Mali, quoi. Et en fait, l'idée de la mob est venue comme une boutade, quoi. C'est un copain à nous qui nous a dit pourquoi pas en mob, quoi. C'est vrai qu'en mob, il n'y a pas besoin d'un permis spécial, c'est pas cher à l'achat, c'est facile d'entretien. On s'est demandé est-ce que sur la durée, c'est un moyen de transport qui allait pouvoir tenir le coup. Ça consomme pas. Ça consomme pas aussi. Et donc voilà, on a décidé de partir d'Alençon pour rejoindre le Mali. Je vais chercher l'autre sur les stylos. Merci pour l'aide et tout ça. Allez, c'est parti. Quand on annonce à ses propres parents, ça fait toujours un peu bizarre pour les parents. Et, Soit ils nous prennent pour un mot, ils m'ont pris pour un fou, ils se sont dit qu'est-ce qui lui passe encore par la tête, comme qu'est-ce que c'est que cette idée débile qui nous sort encore. Oh oui, mes parents, moi, il n'y a pas de problème. D'accord, mais écoute, t'as des... C'est super, vas-y. Fais-le. Génial, vas-y fonce. Vu qu'on était justement entre deux eaux, entre le monde on va dire, professionnel qu'on n'avait pas encore vraiment touché du doigt et puis les études,
il y a toujours là un peu la barrière des parents. Voilà, il faut que tu rentres dans la vie active, ce serait quand même bien que tu t'y mettes. Bah oui. Et donc c'est vrai que ça a été une certaine barrière, mais qu'on a vite. Première journée, le bonheur, sur la route, les petites collines normandes, un paysage qui nous est quand même assez familier, mais le sentiment que ça y est, quoi, que tout s'ouvre, que c'est parti, la liberté totale, tout est derrière nous, tout reste à venir, et les mobs roulent, et on se dit que ça va être énorme, quoi. Premier problème, par contre, où se loger dès qu'on arrive. Ah bah ouais. Donc là, on avait trouvé, je crois, un terrain. C'était un Terrain municipal, terrain à municipal, côté d'un stade, ouais. Bon, on a été assez adeptes des terrains de foot pendant Ouais, le voyage. de toute façon, Bien pratique, Au c'est moins plat. France, Espagne, on a fait pas mal de terrains de foot. Bon, bah nous voilà au Coudray-Macquart, c'est ça? Après notre première nuit. Premières impressions? Ça a été Ouais. Bonne nuit. d'habitude. Benjamin, tes impressions sur la nuit? Ah bah super. Un peu. Super, un très bon bilan, génial. Là, je vais te dire que j'ai un peu froid quand même. Un peu Et froid. je vais vite me rhabiller. Bon bah moi je vais donner les miennes, j'ai très mal dormi, fièvre. Bon, tout va bien. Voilà. Là on enchaîne pour un petit trajet jusqu'à Poitiers. Et puis, vaille que vaille, l'aventure continue. J'ai eu un problème récurrent sur tout le trajet du centre de la France jusqu'au sud. Ma roue arrière crevait en fait tous les jours, tout le temps. Je suis parti avec une mob qui avait déjà pas mal de kilomètres. Ma jante arrière était rouillée et du coup elle attaquait la chambre arrière sans arrêt. La situation est claire. Première crevaison, deuxième étape. À 198 km, première crevaison. Avec du recul, oui, on aurait dû prendre des mobylettes neuves. C'est-à-dire qu'au niveau des jantes, c'était le principal souci. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vérifié avant de partir. Et c'est quand même le. Parce que ouais, il y a deux types de jantes. Attention, on va rentrer dans la détail technicité de la mobilette. Il y a deux types de jantes. Il y a la jante à bâton et la jante à rayons. Donc la jante classique comme un vélo avec des rayons. Et nous on avait ces jantes là au début. Et c'est des jantes qui pètent sur la durée, qui tiennent pas le coup. Sur la fin en fait je perdais un rayon toutes les heures, j'ai un rayon qui pétait. La roue a commencé à se voiler. Et je roulais à la fin avec une roue qui bougeait complètement. Et c'est devenu très risqué, quoi, super dangereux. Bon bah voilà, jour 8, dimanche. Voir, Ça fait une semaine qu'on est parti. Je coupe les cheveux à Benham parce que là ça devient n'importe quoi. Faut qu'on aille jusqu'à Béziers parce que ma jante est en train de pourrir sur place. J'ai perdu 5 rayons. Donc là il faut une jante neuve, très vite. Donc je me venge sur les cheveux de Benham. Voilà. Bon ben on vient d'arriver à notre hôtel, en plein cœur de l'Andalousie, c'est magnifique, venez voir. On va visiter la chambre de Benjamin, hein, charmante, voilà ma chambre, voilà. Alors moi c'est plutôt un lit, donc c'est un petit mélange de plantes sauvages, de briques et de bûches. Voilà la chambre d'Arnaud, donc c'est un peu comme moi, hein, c'est assez briques cassées, bûches pourries. Ok, Voilà, d'accord. Ok. mais c'est quand même c'est charmant quoi. Mur, Ah, mais tout à fait. mur pourri Tout à fait. et surtout la vue. Voilà. Voilà.
Petite vue. Petite vue sympathique hein, sur les oliviers. On est dans un camping à côté de Malaga, près d'un aéroport, des travaux publics. Sympa quoi. Bonjour là bien ça. Tout ce qu'il faut pour une bonne nuit. Voilà. Ah, ça change de la vaisselle faite à l'eau avec le bidon. C'est cool. On va prendre la direction de la Linéa pour aller chez quelqu'un qui nous attend depuis quelques jours déjà. Et puis, histoire de se reposer avant de passer la frontière marocaine. Et voilà, donc on a à peu près quoi, un peu plus de 100 km à faire aujourd'hui. Mais on va voir ce qu'il y a comme route parce que j'ai un peu peur que ce soit que des routes, des autovias, ce qu'on appelle ça. C'est des voies express et donc normalement on n'a pas le droit de circuler dessus. Donc on va voir comment on peut faire, mais bon, après tout on l'a déjà fait, on va le refaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? En train de faire les petits travaux de la maison de Françoise. Donc c'est-à-dire? Là, changer une douille d'ampoule. Ouais. Voilà, après avoir réparé la chaîne IFI et La sonnette, hein, je crois. la sonnette, faut que j'en achète une. Et après, ce sera la lampe halogène. Ok. Et mon verrou que j'ai cassé. Et le verrou que t'as cassé, ouais, faut en racheter un aussi à Carrefour. Voilà, c'est sympa. Ok. Voilà. Bon bah je te laisse travailler. Ouais. Écoute. Ça va? Ça va. Alors déjà on ressent des choses sur le quai quand on se rend compte que son moteur a serré. Donc une mob en rade, sachant que celle d'Arnaud était également en rade puisqu'il avait ses roulements qui avaient pété et impossible de trouver des roulements en Espagne. Moi j'avais plus de roue arrière et On avait monté ta roue qui ne servait à rien en fait, du coup on l'a montée sur celle de Nono. Voilà. Donc voilà. On est dans le ferry direction le Maroc. Enfin. Avec une petite pointe de stress parce qu'on a 2 brels en rade. Mais l'émotion commence à monter doucement quand même. On voit le Maroc d'ailleurs là-bas. On est arrivé au quai d'embarquement, on a dû pousser les mobs jusqu'au centre-ville, ça nous a pris une bonne heure, je sais plus. Ceuta. À Ceuta, ouais. Puisque Ceuta c'est une enclave espagnole dans le Maroc. Et donc là en fait on est encore en Espagne. Et en fait impossible de trouver les pièces à Ceuta. Donc décision à l'arrache, départ en poussant la mob. On passe la frontière quand même. On passe la frontière en poussant les mobs. Et on se dit qu'on espère, une fois la frontière passée, qu'on va pouvoir se faire emmener chez un ami de Benjamin qui nous attendait au Maroc, qui avait proposé de nous accueillir. Et une fois de l'autre côté, en fait il y avait un champ de taxi derrière la frontière. On commence à négocier un prix pour aller jusqu'à Chefchaouen et mettre ma mob dans un taxi, que le taxi m'emmène à Chefchaouen. Et les gars sont partis avec leur mob qui roulait. Ouais, bah Dans la nuit, on a poussé à pied les mobillettes parce que ça monte beaucoup. C'est facile, le rythme, c'est correct. Oui. اهلا بكم. قالت صحيح شي واحد ياخذ شي خبر مدخل قادم يدخل T'es inquiet Nono? Faut pas que je reste comme ça quoi. Ça va pas comme ça Nono? Bah, c'est un peu moins non? Je trouve que ça te va bien. Ah, c'est très bien. Ça pique, je sais pas. كل الذين أو ساعدوا الله يكون في
quand on était à Chefchaouen, enfin dans le nord du Maroc, où je sais pas quand on a pris la décision, mais on savait pas, en fait on avait plusieurs solutions, soit on longeait la côte, ce qui était plus facile a priori pour nous, il suffisait de suivre la nationale qui longe le Maroc, soit on allait s'enfoncer un peu plus dans l'arrière-pays pour découvrir l'intérieur marocain qui est connu pour être magnifique et une région superbe quoi. Sachant qu'il y a beaucoup de montagnes et qu'on savait pas si les mobs allaient tenir le coup. Et puis au final on s'est dit que ça valait le coup de tenter l'expérience et de se plonger dans le fin fond du Maroc. Donc on s'est lancé vraiment dans le sud marocain montagneux. Hein? Saloperie de côte! On a pédalé. Ouais, plus que pédaler, ouais. Ouais. Mais bon, en même temps, on a découvert des paysages et des endroits pas touristiques, pas forcément un peu hors des circuits touristiques. Et c'est ça qui était génial, quoi. Et au niveau des paysages, c'était grandiose, quoi. C'est là qu'on aussi on voit que le Maroc et l'Afrique de manière générale accueillent énormément de voyageurs en fait de différentes nationalités. C'est vrai qu'on en a rencontré énormément, notamment un Hollandais là, et puis aussi un Anglais qui faisait le tour aussi, qui avait fait plein de pays, et un Anglais de 50 ans et qui était avec sa petite moto et qui partait comme ça faire pareil, son petit tour au Maroc. Peugeot. The Peugeot. I've got a Peugeot the car. lowest model. Peugeot 405 diesel. Bon, on va y aller? Ouais, on y va là. On y va parce que. So we go together? Yeah, Ok. after you. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Et ben nous voilà à Midelt, en plein milieu du Moyen Atlas. On vient d'arriver, mais on a encore un problème de jante. C'est la jante de Nono. Et le roulement en fait que de casser, donc il faut qu'on trouve une nouvelle jante. Mais on a fait la connaissance de, comment il s'appelle, Hamid, qui nous a tout de suite accueillis, pris en charge. Parce qu'il a une 103 lui aussi, et il s'est tout de suite proposé pour nous aider à réparer la jante. Il y a un gars qui vient nous voir, un gars qui boitait un peu presque, il faisait presque de mauvaise humeur, il commence à nous dire je vais regarder, laisse-moi, je vais regarder. Il commence à nous aider à démonter la mob et en fait il a tout de suite trouvé le problème et il nous dit allez suivez-moi, venez chez moi, on va réparer ça. Ici, les clous d'ici. Ouais. Pour que ça tienne, ça reste bien bloqué. Ok. Ouais. Je pense que c'est ces clips là qu'on serre. Elle décale un peu. C'est là pour bouger. Tu as vu Oui, carrément. Donc, au début on n'était pas forcément très rassurés, on savait pas trop. On a quand même nos préjugés aussi. C'est ça, ouais. Ce qu'on voit pas du tout justement en Europe, le fait que quelqu'un vienne nous aider de façon spontanée comme ça. Ouais. En fait on a passé la journée, enfin l'après-midi là-bas. Vraiment incroyable. À manger et à dormir chez lui le soir. Évidemment sans aucune rétribution, sans rien attendre en retour. Bonjour. Bonjour. Un des plus beaux paysages du monde. On y va? C'est parti, on a encore un peu de route à faire. On arrive à Rechiga. Le fait de voyager en mobilette quand même, ça nous a fait rencontrer beaucoup de gens, notamment beaucoup de mécaniciens.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à réparer les mobylettes parce qu'on a passé pas mal de temps dans les petits garages, dans les petits bruits-bruits. Ça, c'était un moyen de rentrer en contact génial. Le fil du voyage se faisait comme ça en fait, via les rencontres. Je me disais bah voilà tiens moi je connais telle personne qui est dans une autre ville, tu peux y aller de ma part, il n'y a pas de problème, tu y vas. Et c'est vrai que le voyage s'est fait comme ça et c'est ça qui était moi que j'ai trouvé génial quoi. On vient de passer le col du Tizi Piscar et c'est de l'amour. Bon alors là on est à la Ménara, c'est un ancien jardin royal dans lequel il paraît que les anciens sultans avaient l'habitude de noyer l'heureux élu le matin dans le bassin à l'intérieur. Sympathique. Le premier roi qui a fait construire ce jardin a construit cet immense bassin pour apprendre à nager. Ah oui. Donc nous sommes à Saint-Malo en Bretagne. Non, excusez-moi. À Essaouira au Maroc. Mais ça ressemble. Hein. C'est pas ça, on est dans le linge. Et là avec sans eau chaude et sans brosse, on frime un peu. T'as une belle bassine Nono hein. C'est pas fait pour ça à la base je pense, mais au moins elle est pas percée. Notre hôte Aziz nous a emmenés dans la tente, dans une tente traditionnelle de mariage saharienne. Alors attention, en fait plein d'objets qui présentent des objets fabriqués dans le Sahara, qui présentent pour perpétuer la tradition en fait, pour montrer ces objets traditionnels. Donc là, c'est un appareil photo. C'est à nous. Alors ça c'est le thé du Sahara, qui est différent du thé qu'on boit dans le nord du Maroc. Parce qu'il n'y a pas de menthe dedans, c'est que du thé noir avec du sucre. Des vertus bien spécifiques. 7 plantes. 7 plantes. Bon bah là on est entre Tiznit et Mirleft. On va vers la côte, on voit la mer au fond. On a fait 2 nuits à Tiznit dans le sud marocain, aux portes du désert. Et là on s'apprête à rejoindre Guelmim avant d'attaquer vraiment le Sahara. On a un petit problème là. Enfin Nono est en train de perdre ses rayons l'un après l'autre. Ok, bon. Voilà le résultat. 2, 3, 4, 5, 6. La même chose que moi il y a quelques mois à Béziers. Et on est où là? Là on est entre Sidi Ifni, une petite ville de la côte, et entre Sidi Ifni et Guelmim, voilà, dans le sud du Maroc. Pas très loin du Sahara. Très joli. On arrive à la frontière sud marocaine, donc on n'est plus vraiment au Maroc, on est dans le Sahara occidental. Mais à la frontière, c'est vrai qu'on arrive à un endroit qui s'appelle un no man's land sur une bande de 5-6 km. Il n'y a pas d'État, quoi. Il y a pas de... C'est un no man's land, donc il n'y a pas de gouvernement, c'est une zone de non-droit en fait. Et il y avait apparemment un petit tyran qui menait sa loi là-dedans. Donc il faut passer, en fait il y a des mines partout, il y a un chemin tout cabossé, il faut passer le plus vite possible parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, quoi. Voilà, il y a des carcasses de voitures un peu partout. Explosées partout.
bah on est en plein milieu de la Mauritanie, sur la route de Nouakchott. Ici. Voilà. Donc on a un possible d'avancer. Cet ingénieux système de sangle qui va permettre de tirer cette solution. Bon bah on est à Nouakchott en Mauritanie, à l'auberge Menata. Et on s'est fait une copine là. Elle a l'air très sympa. Il doit avoir quelques années je pense. Je sais pas comment elle s'appelle, qu'on fasse connaissance. Salut. On va lui donner un nom, Valente. Oh je sais pas. La veille de passer la frontière du Sénégal, et ben on a rencontré à un poste de douane, on a rencontré des Allemands qui sont posés juste à côté de nous, donc on a passé la soirée avec eux. Oh, le boulot. Ça va, Valente? Ouais, ça va. Salut tout le monde. Léon, bonjour la nuit. Du coup, bah, le lendemain, on a pris la route avec eux et on a franchi la frontière du Sénégal ensemble. Et on a fait toute la piste avec eux. Et... Ouais. Là, ils nous ont conseillé, c'est eux qui nous ont conseillé aussi de partir sur cette piste-là. Il y a plusieurs en fait, chemins pour arriver à la frontière. Et notamment cette piste, parce qu'apparemment les gardes frontaliers, enfin, les douaniers étaient moins... prenaient moins d'argent au passage, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors là on est sur la piste de Diama, c'est la piste en fait qui nous mène jusqu'à la frontière sénégalaise au sud de la Mauritanie. Donc autant dire que on s'amuse bien, parce que c'est de la piste quoi. Royals and the fights, and that is all that we expect. C'est quoi un MSG? Message. T'as crevé, Valente? Eh oui. La dure loi de la brousse. Par contre je trouve plus mon trou maintenant. Non, c'est balèze. Ah bah c'est malin. Regarde ça, c'est malin. Alors là, on est vraiment paumé en plein milieu de la brousse sénégalaise. L'arrivée au Sénégal, en fait, on a commencé le séjour au Sénégal par Saint-Louis, donc qui était une bonne étape agréable, quoi. Une ancienne ville coloniale française, super charmante avec des vieux bâtiments coloniaux, donc c'était sympa. On a fait quelques jours là-bas. Et puis ensuite, on a pris la direction on s'est enfoncé un peu dans l'arrière-pays parce qu'on devait passer par un village. Et donc on s'enfonce vers Ndem. Et on arrive au village et tout marchait au ralenti. On ne comprenait pas ce qui se passait, il y avait pratiquement personne. Puis on arrive, on pousse nos mobs dans le sable, donc c'est vraiment du sable, c'est des petites cases bâties sur du sable.
Et puis le chef du village nous accueille et en fait nous annonce que c'est la Tabaski, donc qui est l'équivalent de l'Aïd el-Kébir au Sénégal, c'est-à-dire la fête du mouton. C'est vrai que ça a été une expérience extraordinaire parce qu'on s'est retrouvé vraiment là immergé encore après le Maroc, la Mauritanie, vraiment dans une autre culture. On se retrouve plongé là-dedans, donc le mouton tenu par les hommes, ils creusent un trou dans le sable et ils égorgent le mouton comme ça devant tout le monde, les enfants, enfin, c'est la fête quoi, ils sont trop contents, le sang gicle et c'est sympa et nous on se retrouve là-dedans un peu pas choqué mais bon c'est vrai que ça fait un petit choc quand même de se retrouver, un petit choc culturel mais bon en même temps avec un tel accueil, une telle ouverture et une générosité sans limite, sachant qu'ils ne nous connaissaient pas. C'est trop petit, demasiado pequeño, Salio. Tienes que cortar en dos y después en dos. Pour trouver combien il en fallait pour faire cuire, ça faisait casser les marmites tellement ça a une chaleur mais grave intense. Comment il l'a mis? Comment il l'a allumé ça? Tu vas voir, elle va l'allumer. Ouais. Elle met les trucs en dessous, là, les souris. Donc les femmes ont été formées pour apprendre combien il en fallait pour la cuisson. D'accord. Parce qu'au début c'était vraiment difficile de savoir combien il fallait mettre de petits charbons. Ouais. Ouais, c'est Noël à la sénégalaise, là. Enfin pas vraiment à la sénégalaise, mais Non, pas trop. c'est Noël, Noël au Sénégal, quoi. Voilà. Chèvre chaud en entrée, rôti de bœuf en repas principal. Voilà. Eh ouais, ça change, hein. Hein? Non? Oui. Au Sénégal et au Mali, on a pris quand même beaucoup plus de risques au niveau de la nourriture. Parce qu'on mangeait vraiment dans des petites échoppes, petits hangars. Là. Avant de partir dans un voyage comme ça, on se dit toujours ouais, moi je vais faire gaffe, je mangerai pas n'importe où, n'importe quand, je boirai pas n'importe quoi. Puis quand on se retrouve dans le feu de l'action, on voit un petit restaurant, on se dit qu'il n'y a pas de raison de pas y aller, les gens y vont, pourquoi pas. On a fait le choix d'aller visiter la Casamance qui est pas forcément très accessible depuis le nord du Sénégal parce qu'il y a le fleuve et puis il y a la Gambie surtout qui est enclavée dans le Sénégal. On ne savait pas trop est-ce qu'on va quand même visiter cette région qui est connue pour être magnifique ou est-ce qu'on va directement vers le Mali, quoi, notre destination d'arrivée. Donc on a rejoint Dakar en mob et à partir de Dakar on a pris un bateau, on a chargé les mobs sur un ferry qui nous a emmenés de Dakar à Ziguinchor, donc la capitale de cette région du Sénégal, la Casamance. Ce qui était marrant sur le bateau, c'est qu'on a eu le droit à du Moussoundour et à Titanic. C'est vrai, les contrastes. Sachant que ce bateau-là est le remplaçant du Jola qui a coulé 5 ans auparavant, faisant plus de 2000 morts. Enfin voilà, un parcours avec un passé un petit peu tragique.
est sur l'île de Caravane, en pleine Casamance. On vient de passer quelques jours merveilleux ici. Et là on s'apprête à repartir, à prendre la pirogue communale pour rentrer à Elinkine en fait. Sinon j'ai chopé une petite bactérie sympa qui m'a valu quelques bonnes crampes intestinales et d'autres petits désagréments. Donc ça commence à aller mieux, j'ai eu un traitement. Donc voilà, c'est reparti. Hein. Et puis après on va tracer vers le Mali, peut-être passer par le parc de Niokolo-Koba. En tout cas, super ville, super sensation. Petit paradis. On a attendu toute l'après-midi là, en fait il y a une pirogue collective, en fait c'est communal. On a attendu toute l'après-midi en fait que la pirogue se remplisse. Là-bas. On arrive à la première grosse ville du Mali pour nous sur notre itinéraire, donc c'était Kai. Soit on suivait encore une fois une grosse nationale qui nous aurait emmené jusqu'à Bamako, la capitale, soit autre itinéraire, bis, qui nous tentait plus, prendre une route qui ressemblait à une départementale sur la carte. Et en fait on s'est lancé sur la départementale en suivant la carte. Et à peine sorti de la ville, à peine sorti de Kai, on se retrouve sur un chemin de pierre avec des ânes qui passent en pleine brousse, vraiment à peine sorti de la ville. Et en gros, on se dit d'accord, la départementale qui est inscrite sur la carte, en fait, c'est un chemin. Qu'est-ce qu'on fout là? On va où là? On va où? Je sais pas. Moi non plus. Là on est dans les gorges du Fellou, gorge de Fellou, c'est juste au sud de Kai. Et bah, c'est impressionnant, en fait c'est le fleuve Sénégal qui a formé toutes ces espèces de marmites, ils appellent ça. Ça creuse l'eau a creusé la pierre en fait. Et c'est impressionnant. Bravo. Quelle est la question? Plus que 15 km. Capitale du Mali, ouais, quand même, on sent une grosse pauvreté, on prend vraiment conscience de la pauvreté africaine, quoi. Surtout, surtout en arrivant en fait sur la ville où on passe vraiment dans la banlieue en fait de Bamako, et là on voit tous les bidonvilles et voilà, vraiment l'extrême pauvreté qu'on avait vu aussi dans les petits villages, mais c'était pas du tout la même pauvreté en fait. En fait, on avait la chance d'être accueillis en fait par la famille en fait d'un copain. D'un ami à nous, ouais. Une famille plutôt aisée quand même, faut le dire. Plutôt aisée, donc dans un appartement plutôt confortable. Ouais, c'est vrai que Bamako, on s'est pas mal imprégné de l'atmosphère de la ville, parce qu'on y a passé quelques jours. Et c'est vrai que même si c'est une capitale où on sent la grosse pauvreté, on sent quand même vraiment une capacité à rentrer en contact avec les gens très très abordables. Voilà, on a passé la nuit à Fana, et là on est près de Ségou. Ok, direction Boutiala. T'es prêt? Attends, avant, file-moi des double bubble. Tu veux des double bubble? Meilleur chewing-gum au monde. Double buble. C'est chewing-gum local. Ça ressemble au chewing-gum, ça a la couleur du chewing-gum. Mais ce n'est pas. Et je crois que c'est du chewing-gum. Allez, vas-y.
là, fait quoi exactement? C'est l'écorce de raisin sauvage. La C'est peinture. pour rougir. D'accord. Pour mettre rougir les parties qui doivent être rouges. Ah, c'est de la teinture. Avec du raisin? Raisin sauvage. L'écorce de D'accord. raisin sauvage. Combien de photos t'as? Je crois que c'est de la confection de boubou et d'objets en tissu. Puis là, ils sont en train de... C'est de Bogolan, non? C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ils sont en train de teindre là, à base d'extraits naturels, apparemment. D'écorce de raisin sauvage. Après Bamako, en fait, la prochaine étape assez cruciale parce que c'est Koutiala, ville jumelée avec Alençon, donc notre ville de départ. Même encore une ambiance de ville africaine très grouillante, très dense, avec des marchés, Avec beaucoup de marchés. des marchés super colorés. vivants, des couleurs partout, des vendeurs à tous les coins de rue. Non, c'est vrai que c'était encore une fois une étape très, très agréable, quoi. Puis c'était bien de marquer le coup de passer par la ville, la jumelle d'Alençon, quoi. Voilà. C'est bon? Super bon. Du riz, de la sauce au poulet. Et là, c'est Rose, la propriétaire du restaurant. Qui a bien voulu qu'on filme. Et toi, c'est comment? 8 euros. Hein? On ira sûrement pas aux 10 000, on fait les 9 000. On est parti sur la route de Djenné en fait. Djenné, c'est un site touristique un des plus connus au Mali. Moi personnellement, je n'ai pas vu grand chose parce qu'en fait je suis tombé malade. Et bien malade là-bas. Donc en fait j'ai eu la fièvre typhoïde. Voilà, donc moi j'étais un peu cloué au lit, sachant qu'il faisait hyper chaud. En plus dans les chambres. Alors là c'était un moment. C'était un peu le calvaire pour moi à ce moment-là. Mais bon, je m'en suis sorti quand même. Pour accéder à Djenné, on a dû prendre des embarcations. Ouais, c'était assez folklorique. On a mis les 3 mobylettes dans une petite pirogue. On avait le choix, il y avait soit un espèce de petit bac qui traversait le bras du fleuve, soit monter dans une pirogue avec les 3 meubles. Et la pirogue, c'est une coquille de noix de 1 mètre de large, donc pas très rassuré de mettre les meubles là-dedans, mais le piroguier il se faisait pas du tout de soucis. On a mis les meubles et puis finalement ça s'est bien traversé, pas de problème. Désolé. Il voulait monter dans la pirogue avec son cheval. Je crois que le piroguier l'en a dissuadé. Ah, il sait nager, hein? Ah. Ils sont pas en très bon état. Cadeau, cadeau, cadeau. Hey!
km. Le voyage est fini. On arrête là, on rentre. Wo qui est le village qu'on a fixé comme point d'arrivée. Et donc là ça se fait plutôt bien, ça roule, une petite piste en latérite, donc en terre battue. Et puis on arrive à Wo, et pas grand monde, enfin, un village. Déjà on tâtonne un peu pour trouver le village parce qu'il n'était pas forcément très en évidence. Donc on a dû se faufiler un peu dans des tout petits chemins qui partaient dans la brousse. Et là on arrive dans ce village presque désert, un tout petit village d'Afrique. Donc voilà, ça y est, le point est arrivé, enfin le voyage est terminé, la boucle est bouclée. Et en fait on réalise pas vraiment qu'on est au bout, quoi. Ils ont installé dans la mairie à même le sol, sol en ciment. Et à la dure. Il y a beaucoup de vent. C'est le moment où je suis vraiment tombé malade. Ouais. À force de conduire torse nu dans la brousse. En fait, c'est ta typhoïde B. Non, en fait, ouais, j'ai eu la même chose que Benjamin, une fièvre typhoïde qui s'est malheureusement aggravée. Mauvaise mine. Hein. Là, il n'y avait plus trop de fièvre. Ça va être une fièvre typhoïde qui a un peu dérivé en pneumonie, selon les dires du médecin du village. Moi c'était il y a 2 jours, c'est pas fini. Nono a pris le relais. Et puis toi t'as pas l'air top non plus. Ouais, moi c'est le ventre, c'est juste le ventre. Un peu vaseux quoi. Donc c'est là qu'on pourra apprécier le confort européen. En fait, il y avait un médecin dans le village, il y avait aussi un pharmacien, mais le problème, le pharmacien, il ne servait pas grand chose parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Donc, obligé, on était, le problème, on était à. Non, c'était plutôt le responsable des stocks de médicaments. Le responsable qui n'était pas forcément pharmacien. Non, pas du tout même. Et le médecin n'était pas un médecin, c'était plutôt un infirmier. Voilà. Mais bon, très sympathique, ma foi. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, je suis venu ici, nous sommes venus ici, pour vous expliquer, pour vous faire partager notre voyage. D'accord ? Depuis une ville qui s'appelle Alençon. Alençon est située en Basse-Normandie. Vous pouvez noter la ville. On va peut-être faire ce voyage. À partir de Wo, on a dû retourner sur Mopti et puis là j'étais à l'hôpital pour des prises de sang et des injections. Je viens de vendre ma mob. Mais attends, on peut appeler d'une cabine avec un 400 machin là. Mesdames, est-ce qu'on peut appeler Je sais pas du tout. C'est juste pour vous montrer avant que nos mobylettes partent dans d'autres mains. Nous sommes à 9345 km. Donc là, Valente s'apprête à partir pour Sévaré, pour vendre sa mobylette. Arnaud et moi avons vendu la nôtre. Le problème, c'est qu'on arrivait quand même à court financièrement. On n'avait plus trop d'argent en fait pour pouvoir payer les billets d'avion. Et donc en fait, on était vraiment dans l'obligation de les vendre. Puis de toute façon, parce qu'au départ, on n'avait pas trop de choix, il fallait bien s'en débarrasser. Ouais. Puis les donner, on aurait pu les donner, mais. Non, ou alors les brader, quoi, les donner pour. Vraiment pour 3 fois rien. Bah, les données, ça aurait été difficile parce que ça aurait créé des conflits c'est ça. Et des sortes de jalousie envers les heureux élus. Ouais. Et voilà, l'aventure se termine ici, enfin, du moins pour les mobylettes. Une fois que les mobs étaient vendus, il fallait repartir à Bamako par d'autres moyens, donc les moyens locaux. Par un car, alors attention, 9 heures de car pour rejoindre Mopti à Bamako. 9 heures de car pour faire 300 km. Sachant que dehors il fait super chaud, à l'intérieur il n'y a pas de clim, il n'y a rien, donc c'était un peu l'horreur. On était à 3 par siège sur une même rangée, donc c'était un peu l'horreur. Donc en fait on s'est posé à Bamako en attendant le jour du vol, quoi. Il nous restait 2-3 jours. Et puis voilà, fin du voyage. J'étais pressé quand même de repartir, il y avait beaucoup de fatigue.
Et ouais, j'avais quand même hâte de rentrer. Même si... Bah, moi, quand j'étais malade, en fait, c'est-à-dire une semaine avant de rentrer, à WoW, oui, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer parce que j'ai passé quand même une sale semaine à 40-41 de fièvre et ouais, enfin, j'avais vraiment envie de rentrer. Bah moi c'est pareil, hein, j'ai l'envie de rentrer, c'est clair, même si bon, je serais bien resté quand même, mais c'est vrai que moi avec tout l'entourage, ma copine en plus qui m'attendait. Avec le confort nous attendait, un lit bien douillet. Ouais, c'est surtout aussi ça, très important. C'est vrai qu'on a dormi pendant 5 mois dans des conditions super précaires, que ce soit sur le sol, avec nos petits matelas. On revient grandi de toute façon, je pense. Voilà, on a découvert des façons de vivre complètement différentes. C'est-à-dire la facilité de communiquer, d'échanger et de rentrer en contact surtout, quoi. C'est-à-dire qu'au coin d'une rue, d'un magasin, n'importe où, tous les prétextes sont bons pour parler, pour échanger sur n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Mais quand on rentre en France, faut pas se voler la face. Notre comportement, il redevient un comportement d'occidental avec les cloisonnements, l'individualité, même si on voit les choses différemment, c'est sûr. Moi, j'ai pas changé au niveau de mon comportement, je pense, même si je pense que j'ai quand même peut-être plus facilement vers les gens par certains aspects, mais après, c'est plus le regard sur notre culture, ce qu'elle est devenue, quoi, par rapport à ce qu'on peut voir là-bas, ouais. Et un regard peut-être un peu désenchanté, quoi, sur l'homme occidental, quoi. Say goodbye and I'll ride till I die. That's right.